Les escrocs. Les plus sournois de tous les criminels. Charmeurs, cruels et manipulateurs, ils trahissent les gens et détruisent leur vie. Ils restent une parfaite énigme. Nous allons entrer dans le monde mystérieux de ces grands criminels. Un aperçu sans précédent, des rouages de l'esprit complexe de certains des escrocs les plus fourbes du monde. Nous allons vous révéler les détails et les subtilités de leurs crimes élaborés, et vous raconter comment ils ont été traduits en justice de manière spectaculaire. Dans cet épisode, découvrez l'histoire incroyable de l'un des escrocs britanniques les plus prolifiques et compulsifs, dont la carrière criminelle s'étend sur plus d'un quart de siècle, et qui a adopté au moins 24 pseudonymes connus. Par ses escroqueries, il ne dépouille pas seulement les gens de leur argent, mais les met aussi gravement en danger. Paul Bint est un escroc en série, plutôt nomade. Il s'agit d'un homme de 41 ans, familier des tribunaux depuis l'âge de 16 ans. C'est un homme qui vit dans un monde imaginaire. Les identités que Paul Bint usurpait étaient toutes celles de figures d'autorité, des personnes très intelligentes, des professionnels qui suscitent l'admiration et le respect. C'est manifestement quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir dans sa vie normale, et dont il avait besoin. Je n'ai jamais rencontré un escroc comme Paul Bint. Il s'agit d'un cas unique. Paul Bint a commis plus de 100 délits. Il s'est aussi fait passer pour des médecins hospitaliers, un aristocrate, un playboy, un magnate de l'immobilier, et même pour l'avocat Orlando Pownall, qui a participé au tristement célèbre procès du meurtre de Gilles Dando au Royaume-Uni. C'est un escroc tellement insaisissable que la presse britannique l'a couronné le roi de l'arnaque. Il est tellement impliqué dans l'interprétation de ses personnages et dans le statut temporaire, et le succès qu'il obtient grâce à eux, qu'il ne peut pas les abandonner. Je pense qu'il y est un peu accro. Je pense que ce qui le rend particulier, et que plusieurs médecins et psychiatres ont conclu, c'est qu'il n'y a pas de salut dans cette histoire. Il ne semble pas du tout retrouver la raison. Les hôpitaux, semble-t-il, sont la toile de fond de son monde imaginaire. Pour lui, un hôpital serait comme Disneyland pour un enfant de 6 ans. C'est dans les hôpitaux que Paul Bint commet sa première escroquerie connue. Fait incroyable, en 1983, cet homme sans aucune formation médicale entre dans un hôpital de Kettering dans le Northamptonshire, en se faisant passer pour un médecin remplaçant. Paul Bint vole une blouse blanche et un stéthoscope, et se met au travail. Puis il dépouille les patients, et vole ses prétendus collègues. Un an plus tard, Paul Bint reproduit exactement la même arnaque dans la capitale, à l'hôpital Whittington, dans le nord de Londres, en Angleterre. Dans le service des urgences du Royal Whittington Hospital, Bint prend l'identité du docteur Dominic York. Bint avait découvert que le docteur York était parti travailler aux États-Unis, et il a simplement prétendu qu'il était rentré au Royaume-Uni, plus tôt que prévu. L'homme entre calmement dans l'hôpital pour en faire son terrain de chasse, et pousse même son escroquerie encore plus loin. Vêtu de sa blouse blanche, il risque la vie des patients en réalisant différents soins. À l'hôpital du nord de Londres, sans aucune formation, Paul Bint s'adonne avec plaisir à diverses tâches. Il réalise des radios, traite un patient souffrant d'un affaissement du poumon, et pose 12 points de suture à un homme atteint d'un traumatisme crânien. Il a réussi à se faufiler dans plusieurs hôpitaux. Le plus souvent à Londres. Il volait une blouse de médecin. Il volait souvent un stéthoscope, d'autres équipements ou un beeper. En revêtant sa blouse blanche, il éloignait presque instantanément le doute et la méfiance chez les gens. Ces derniers étaient prêts à lui faire confiance parce qu'ils pensaient qu'il était médecin. Ils accordaient beaucoup plus d'importance à ce qu'il leur disait. Je pense que la façon dont il a pu continuer à le faire à partir de là en dit long sur sa personnalité d'escroc. Il est manifestement capable d'improviser et de tenir un beau discours et de paraître convaincant. Autant de traits caractéristiques des escrocs. Lorsqu'il parle de son infiltration au Royal Whittington Hospital à Londres, Paul Bint affirme de manière douteuse qu'il a étudié des livres de médecine pendant 6 mois, puis qu'il a passé un entretien et qu'il a décroché le poste aux dépens de 23 médecins qualifiés. Quand je lui ai dit qu'il jouait à Dieu avec la vie des gens, qu'il mettait des vies en danger.
Il a nié, en répondant qu'il avait lu des livres de médecine, qu'il s'y référait toujours lorsqu'il avait un doute. Et il a affirmé avoir agi de manière responsable. Cela montre une fois de plus le niveau d'aveuglement d'un tel individu. En réalité, il s'agit d'un homme banal ayant débarqué de nulle part, et qui de manière terrifiante donne des consultations à des patients, et administre des traitements à des personnes gravement malades. Après l'hôpital Whittington, Bint effectue des gardes à l'hôpital Saint-Bartholomew dans l'est de Londres, et à l'hôpital Hammersmith. Dans ces hôpitaux britanniques, il continue ses agissements inquiétants, dangereux et imprudents. Il est assez bien documenté qu'il a commis un certain nombre de choses très graves, comme faire des points de suture à un homme qui s'est présenté aux urgences avec une blessure à la tête, ou changer la perfusion de quelqu'un qui revenait d'une opération. Il a même été dit qu'il avait été présent lors d'une opération cardiaque d'urgence dans un hôpital de Londres. Il a donc été impliqué dans des situations médicales très graves. Il mettait potentiellement des vies en danger en faisant cela. Et il manipulait les gens au moment où elles étaient le plus vulnérables. En jouant avec arrogance le rôle de médecin, Paul Bint a trouvé l'escroquerie et le terrain de jeu parfait pour soutenir un style de vie extravagant, et satisfaire ses propres fantasmes égocentriques, et sa soif de grandeur. En revêtant la blouse d'un médecin, vous profitez de ce que l'on pourrait appeler l'effet d'autorité ou l'effet blouse blanche. Parce que les médecins exercent une profession qui leur confère automatiquement une grande autorité. Et c'est ce que font souvent les escrocs. Ils prennent l'identité de figures d'autorité. Et bien sûr, les gens réagissaient différemment selon qu'il s'agisse du Dr Bint ou de Monsieur Bint. Il gagnait ainsi le respect et la confiance des autres, ce qui lui permettait bien sûr de les exploiter. Je pense que Paul Bint est un peu devenu un personnage à la Walter Mitty. Il croyait qu'il était médecin. Il croyait avoir un pouvoir sur ses patients et qu'il leur prodiguait les soins et l'attention d'un médecin. On peut se demander s'il se rendait compte qu'il mettait en danger la santé des gens, voire leur vie, et sans parler de leur état émotionnel. Il faut se poser la question. Il s'en est peut-être rendu compte, mais il s'en moquait. Parce que c'était quelqu'un qui n'avait probablement pas le même fonctionnement émotionnel que la plupart d'entre nous. Sa conscience était différente de la mienne ou de la vôtre. Et ce n'est que le début d'une carrière d'escroc notoire et compulsif. Personne ne pouvait prédire le niveau d'audace extrême que Bint allait atteindre. Ses crimes ne sont limités que par son imagination et ses fantasmes. Lorsqu'il n'est pas en service, les boîtes de nuit sont le terrain de chasse de prédilection de Bint. Il utilise ses fausses identités pour séduire les femmes. Mais il ne se contente pas de voler leur cœur, il vole aussi leur argent. Je veux dire par là qu'il affirme avoir couché avec un millier de femmes, en usurpant d'innombrables identités comme celles d'aristocrates ou d'avocats de renom. Même l'un de ses avocats a déclaré qu'il faisait passer Walter Mitty pour un amateur. Paul Bint est un escroc en série dont la carrière s'étend sur 3 décennies aussi choquantes qu'inquiétantes. Au début des années 1980, il s'infiltre dans des hôpitaux en se faisant passer pour un médecin. Il administre alors des traitements à des patients innocents qui attendaient les soins et l'attention d'un personnel médical professionnel. Il se justifiait souvent en disant qu'il était en première ligne, qu'il avait probablement sauvé des vies, et qu'il avait lu des livres de médecine, qu'il avait fait ses recherches et était responsable. S'il y avait quelque chose qu'il ne savait pas, il renvoyait à une sorte de processus séquentiel propre aux urgences. Il transmettait le problème à quelqu'un d'autre. Il était facile de se laisser avoir par le fait qu'il ait pris l'apparence d'un médecin et qu'il se trouvait dans un environnement hospitalier. Il n'était qu'un escroc au sens premier du terme, il utilisait cet environnement pour soutirer de l'argent aux gens. Mais Paul Bint ne pense pas seulement à la réussite et à l'argent. Il profite de son faux statut pour exercer ses talents en dehors de l'hôpital. Lorsqu'il ne met pas la vie de ses patients en danger avec ses escroqueries scandaleuses, il écume les boîtes de nuit à la recherche de femmes. Bint prétend avoir couché avec un millier de femmes. Il les attire dans son lit avant de prendre leur argent. Paul Bint aurait tenté de séduire des femmes en boîte de nuit avec la réplique imparable « Fais-moi confiance, je suis médecin ». L'une de ses conquêtes aurait dit que c'était l'une de ses phrases d'accroche.
Alors qu'ils étaient en boîte de nuit, il lui aurait tripoté les seins en lui disant « Fais-moi confiance, je suis médecin ». Pour Paul Bint, les femmes le traiteraient différemment si elles pensaient qu'il avait le pouvoir et le statut qui vont de pair avec le fait d'être médecin. Mais surtout, il avait davantage confiance en lui lorsqu'il jouait ses rôles. Il ne pensait pas être en mesure d'impressionner les femmes au quotidien en étant lui-même, mais en tant que Dr Bint ou Maître Bint, il aurait bien sûr plus de charme et surtout plus d'assurance. Et il serait plus à même de séduire les femmes. Il y a toujours des histoires de femmes. Oui, cela fait partie de son jeu. Il est intéressant de voir qu'il semble avoir réussi à tromper des femmes d'un certain âge et d'un certain niveau d'éducation. Il s'agit souvent de femmes de carrière qui ont très bien réussi leur vie et qui s'en sortent très bien. Peut-être qu'elles croyaient un peu trop à l'image qu'il leur renvoyait. Certaines des femmes à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il pouvait être un amant très gentil et attentionné. Et comme il avait réussi, je suppose, à obtenir une certaine somme d'argent grâce à d'autres activités criminelles, il dépensait souvent beaucoup d'argent pour ces femmes. Mais c'était toujours avec l'idée qu'il allait leur escroquer une somme d'argent bien plus importante à la fin. Alors qu'il arnaque régulièrement les femmes, Paul Bint ne peut s'éloigner des hôpitaux. Mais ses débuts réussis en tant qu'escroc ne durent pas éternellement. En 1983 et 1984, alors que Bint se fait passer pour un médecin urgentiste, ses dangereux mensonges le rattrapent et il est arrêté. Dans les années 80, il a reçu plusieurs condamnations. La première était de 18 mois pour avoir volé des blouses, du matériel, et s'être fait passer pour un médecin. Plusieurs avocats de la défense ont affirmé à maintes reprises qu'il souffrait d'une sorte de maladie mentale ou de psychose. En 1984, la juge ne l'a pas cru une minute parce qu'elle voyait qu'il avait agi de manière très irresponsable et qu'il avait mis des vies en danger. Elle l'a condamné à une peine de 5 ans. Il n'a bien sûr rien appris de cette expérience. Après avoir été libéré de prison, Paul Bint reprend rapidement ses manières de Walter Mitty, mais cette fois-ci, il adopte une toute nouvelle approche. Il décide que le meilleur moyen de se frayer un chemin vers la richesse, la reconnaissance et le lit des femmes, est de jouer le rôle de personnes riches, influentes et prospères. Il vole les biens nécessaires pour créer l'illusion de la richesse et du pouvoir. Mais personne ne peut dire s'il vole pour convaincre les gens qu'il a du succès, ou s'il convainc les gens qu'il a du succès pour pouvoir voler plus facilement. Il semble avoir autant besoin des deux. Il prétend être le duc d'Arundel, et invente un personnage de riche aristocrate du nom de Pierce Oppenheimer, afin de réussir à escroquer et à séduire. Mais la police est toujours à ses trousses. Et il est arrêté à plusieurs reprises. En 1988, il se retrouve à nouveau derrière les barreaux pour purger une peine de 4 ans. S'il croit qu'il est Pierce Oppenheimer ou qu'il est un avocat de premier plan, pour lui c'est suffisant. Et il jouera ce rôle aussi longtemps que possible. Je pense qu'à un niveau psychologique plus profond, il faut sans doute avoir une très faible estime de soi pour faire ce genre de choses. Et il faut être prêt à aller jusqu'au bout, même si vous savez que cela finira par vous rattraper. Les personnes dont Paul Bint a pris l'identité étaient toutes des figures d'autorité et des personnes très intelligentes. Des professionnels que l'on regarde et que l'on admire. C'est manifestement quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir dans sa vie normale et dont il avait besoin. En 1993, libéré de prison, Paul Bint revient à son ancien terrain de chasse, les hôpitaux. Une fois de plus, il met en danger la vie de patients gravement malades, en se faisant passer pour un médecin pour nourrir son ego et son portefeuille. En 1993, il s'infiltre dans l'hôpital St James de Leeds en Angleterre, avant de déjouer la sécurité de l'hôpital de York, où il atteint de nouveaux sommets en termes de cruauté froide envers ses victimes. Il a annoncé aux parents d'une jeune fille de 17 ans qui venait d'être victime d'un accident que leur fille survivrait. Et 6 heures plus tard, elle est décédée. On pourrait parler de négligence émotionnelle. Mais encore une fois, on ne peut pas attendre d'un escroc qu'il tienne compte de ses agissements. C'était quelqu'un de plutôt froid et calculateur dans ce qu'il faisait. Il y a donc ce genre de cruauté émotionnelle. Mais il est clair qu'il s'agit d'un problème très sérieux, puisqu'il s'est trouvé dans une position où quelqu'un aurait pu mourir parce qu'il aurait pu faire un mauvais diagnostic ou pratiquer une mauvaise opération d'urgence. Dire aux parents d'un enfant qu'il va vivre, pour qu'ils découvrent peu de temps après que ce n'est pas vrai, c'est traiter les émotions des gens avec un tel mépris. C'est horrible.
Après avoir causé cette dévastation et tout ce chagrin, Paul Bint est brièvement interné dans un hôpital psychiatrique du Yorkshire. Mais une fois libéré en 1993, il se rend dans le Lancashire en Angleterre, et entre au Royal Preston Hospital, prêt à poursuivre ses escroqueries compulsives. À l'hôpital général de Preston, il s'est proposé pour réaliser l'anesthésie d'un patient. Encore une fois, il s'agit d'une décision très grave, qui met en danger la vie d'autrui. Dans le cas où j'ai eu affaire à lui au Royal Preston Hospital, c'était le lendemain de Noël 1993, il s'était présenté et avait déclaré qu'il était le remplaçant du chirurgien en chef. Il connaissait la configuration des lieux. Il est allé à la réception. De là, il s'est procuré le beeper du chirurgien, puis je ne sais pas comment, il s'est arrangé pour rediriger toutes ses alertes vers son propre beeper. Le plus grave, c'est que ce chirurgien faisait partie d'une équipe d'intervention en cas d'incident majeur. Ce qui veut dire que si un incident majeur s'était produit pendant la période entre Noël et le Nouvel An, il n'aurait évidemment pas pu être contacté, pour la simple raison que c'est Paul Bint qui avait le beeper. Lorsque Paul Bint jouait le rôle du Dr Bint, il devait être profondément plongé dans sa vie imaginaire. Ainsi, les personnes auxquelles il administrait des traitements n'étaient pour lui que des figurants dans une série télévisée. Et elles n'étaient que des outils pour lui permettre d'assouvir ses fantasmes. Il ne les considérait sans doute pas comme des personnes. Je pense que le vol était sa principale motivation pour entrer dans les hôpitaux. Il s'y rendait en sachant qu'il pouvait faire de bonnes affaires s'il parvenait à pénétrer dans les vestiaires des chirurgiens situés à proximité des salles d'opération. Il volait des portefeuilles contenant des cartes de crédit et les utilisait pour obtenir de l'argent, histoire de tenir un moment. Je considère Paul Bint comme un narcissique compensateur. Cela signifie que la réalité de sa vie lui déplaît tellement qu'il cherche à la fuir. Il se réfugie donc dans un monde imaginaire, où il donne libre cours à une vision fantasmée de lui-même, dans laquelle il est aussi brillant, reconnu et sûr de lui qu'il souhaiterait l'être. Mais il s'agit aussi d'une question de contrôle et de pouvoir. Et cela le rapprochait aussi toujours des femmes. En se faisant passer pour un médecin, il rencontrait des personnes dans cet environnement et nouait ensuite des relations avec elles. Mais une femme qu'il fréquente à Preston commence à voir qui se cache réellement derrière la blouse blanche. Il parlait très souvent de son travail au Royal Preston et de son activité de médecin. C'était pratiquement son seul sujet de conversation. Quand ils étaient en société, il faisait continuellement référence au fait qu'il était médecin. Après plusieurs semaines à le fréquenter, elle a fini par se dire que ce n'était pas possible. C'était une femme intelligente. Sa mère aussi a commencé à sentir que quelque chose ne tournait pas rond chez Paul Bint. La femme contacte la police, et la vérité finit par éclater. Mais même en détention, Paul Bint continue ses mensonges. À son arrestation, il a continué de mentir. Il a déclaré qu'il était le docteur David Watkin, dont il avait obtenu les coordonnées en volant son portefeuille à l'infirmerie royale de Leicester. Il a passé un interrogatoire pendant lequel il a prétendu être cette personne, et nous lui avons ensuite annoncé que nous savions qui il était, grâce à ses empreintes digitales, et que nous savions qu'il était Paul Bint, et connaissions aussi ses antécédents. Il s'est alors montré très amical, parce qu'il voulait être libéré sous caution et s'en tirer une fois encore. Mais il n'y avait aucun espoir qu'il soit libéré sous caution, car il était évident qu'il récidiverait et qu'il prendrait la fuite. À son procès en 1994, Paul Bint se voit refuser la libération sous caution, et est de nouveau condamné à une peine de prison, cette fois de 5 ans. Michael Tomney met également un plan en œuvre, pour empêcher Paul Bint de recommencer ses escroqueries dans les hôpitaux. À sa libération en 1996, j'ai mis en place un système d'alerte précoce avec les services de santé. Quand Paul a été libéré de prison, j'en ai informé tous les hôpitaux du pays. Et nous avons envoyé une circulaire à toutes les forces de police pour les informer qu'il était en liberté. Et je crois savoir que ce système est encore en place aujourd'hui. Mais pourquoi Paul Bint continue-t-il ses escroqueries à l'hôpital?
En explorant son passé, des indices permettent de comprendre pourquoi Bint fait une fixation sur les hôpitaux et cible ces établissements pour ses arnaques. La raison qu'il avance est qu'il est entré à l'hôpital à l'âge de 12 ans pour se faire opérer de l'appendicite. Il explique qu'en raison de la séparation de ses parents et d'un contexte familial difficile, c'était la première fois qu'il faisait l'expérience d'une attention et d'un amour inconditionnel, et d'un environnement sûr. Je pense que c'est là que son obsession a commencé. Et il ne s'en cache pas, puisqu'il a déclaré que son ablation de l'appendice a clairement été un catalyseur pour son comportement futur. Il est possible que lorsque Paul s'est rendu à l'hôpital pour se faire enlever l'appendice, il ait été traité d'une meilleure façon par le personnel hospitalier qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. C'est donc très triste. Cela nous raconte où sa vie fantasmatique prend ses racines. Mais bien sûr, cela n'explique pas entièrement son comportement. Son comportement est complexe et étrange. Il est probablement erroné d'essayer d'expliquer toute une vie de comportement pathologique par un incident comme celui-là. Mais cela nous donne un indice, je pense, sur ses motivations. Manifestement, il associait le fait d'être médecin et d'être dans cet environnement médical à beaucoup de choses positives. Dans l'environnement hospitalier, il s'est senti heureux, en sécurité et choyé. En se faisant passer pour un médecin, il voulait vraisemblablement obtenir tout ce qui va de pair avec la blouse blanche. Le respect, l'admiration, les gens qui vous écoutent et qui vous prêtent de l'attention. On peut donc comprendre que cela le pousse à agir. Pour fuir sa réalité, je pense que dès son plus jeune âge, il a fait semblant d'être d'autres personnes et a découvert que c'était un excellent moyen de remédier à tous ses problèmes. En prétendant qu'il aidait les gens, il tente de justifier ses actions, mais ce n'est pas très convaincant. Mais il semble être assez fébrile psychologiquement, donc il est capable de s'en convaincre lui-même. L'une de ses anciennes petites amies m'a dit que ce qui caractérise Paul Bint, c'est qu'il n'a jamais accepté sa propre banalité. En 1996, Paul Bint sort une nouvelle fois de prison, et ses pulsions fantasmatiques d'escroquerie sont plus fortes que jamais. Cette fois-ci, l'escroc en série a une nouvelle destination et une nouvelle cible en tête. Il part vers le nord, en Écosse. J'ai tourné la tête, et il avait disparu avec la voiture. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai toujours les clés de la voiture. Depuis le début des années 80, Paul Bint fait des allers-retours en prison. Pendant 25 ans, il a fait carrière en usurpant différentes identités, pour tromper le public à des niveaux aussi variés qu'extraordinaires. Mais son objectif premier a toujours été d'infiltrer les hôpitaux et de se faire passer pour un médecin. Il risque des vies en administrant des traitements dangereux et dépouille le personnel et les patients. En revêtant cette identité, peut-être que dans son esprit perturbé, il prenait en quelque sorte un raccourci vers tous ces attributs qu'il appréciait tant, à savoir le respect et la reconnaissance, sans avoir à travailler pour cela. Après avoir purgé une peine pour l'escroquerie du nord-ouest de l'Angleterre, Paul Bint ne tarde pas à reprendre du service. Et sa palette d'escroquerie ne se cantonne pas au milieu médical. En 2000, il est jugé pour avoir piégé les responsables des chemins de fer, afin qu'ils l'hébergent dans un hôtel de luxe à Édimbourg en Écosse, en se faisant passer pour l'avocat Lachlan Campbell-Briardan, impliqué dans le procès de l'attentat de Lockerbie. Et ce n'est pas la dernière fois qu'il se fera passer pour un avocat réputé. Cependant, après sa libération, Paul Bint retourne en Écosse et continue ses escroqueries. En 2001, il se fait passer pour un magnate de l'immobilier. Sous un autre nom d'emprunt, il prend rendez-vous chez un concessionnaire de voitures de luxe et fait mine de vouloir acquérir une voiture de sport. Il s'est présenté sous le nom de Paul Blenheim. Il a déclaré qu'il était agent immobilier et marchand de biens, et qu'il se trouvait à Glasgow pour visiter une boîte de nuit à vendre dans le centre-ville. Il avait vu les voitures que nous vendions ici, et il nous a téléphoné. Il se faisait passer pour un riche millionnaire. Pas quelqu'un de connu, mais une personne avec beaucoup d'argent. Et il en avait tout l'air, avec ses vêtements très chers. Il était très bien habillé. Et il avait les manières d'une personne très éduquée. Il parlait très bien.
exactement comme un homme d'affaires éduqué. Son MO, son mode opératoire, c'est d'abord d'avoir l'air de quelqu'un. Il portait un costume Versace à 3000 livres, qui s'est ensuite avéré être un costume de seconde main. Il avait un exemplaire du Financial Times. Il avait aussi un organiseur, un BlackBerry ou ce genre d'appareil à la pointe de la technologie. Il a dit qu'il était. Je devrais pas rigoler, même si ça a un côté comique. Il a dit qu'il possédait un hôtel à l'île Maurice, une boîte de nuit à Londres, des propriétés à Édimbourg et à Londres. Et à première vue, je pense qu'il avait l'air du client parfait. Le vendeur a dû penser immédiatement à l'argent qu'il pourrait lui rapporter. Il m'a dit qu'il était à la recherche d'une voiture de sport très chère, et il en a regardé plusieurs avant de me demander s'il pouvait faire un essai avec une Ferrari. Pendant la conversation, il glissait diverses informations qu'il avait recueillies sur les voitures. Car il est vrai qu'il avait conduit des Porsche, des Bentley et des Aston Martin par le passé. Il avait donc une certaine expérience avec ces véhicules. Évidemment, pas du tout de manière légale, mais parce qu'il les avait volés. Les escrocs se servent souvent de la vérité pour mentir. Parce qu'il est tellement plus facile de faire croire que l'on dit la vérité, si une partie de ce que l'on dit est bien la vérité. Je l'ai donc emmené faire un tour d'essai dans la Ferrari. C'était peut-être un peu trop sportif, trop bruyant pour lui. Je lui ai donc fait essayer une Aston Martin, qui correspondait plus à son image. C'était davantage une sorte de voiture de sport pour gentleman. Normalement, les clients veulent conduire la voiture pour voir s'ils apprécient les sensations. Comme j'avais conduit la Ferrari, je l'ai laissé conduire l'Aston Martin pendant que j'étais sur le siège passager. Il a ensuite décidé d'acheter la voiture. Il a téléphoné à sa banque pour voir s'il pouvait obtenir une traite bancaire. Tout paraît normal, et Ross Campbell et son client M. Blenheim, alias Paul Bint, ont du temps à tuer en attendant que la traite bancaire soit acceptée, et la vente conclue. On décide donc d'aller manger. Je lui ai parlé d'un nouveau pub qui venait d'ouvrir. On y est allé et il a garé la voiture. J'ai pris la clé, et j'ai fermé la voiture. Puis on est rentré dans le pub. Il a reçu un appel directement après être entré, alors j'ai commandé à boire et à manger. Il m'a dit, je vais juste sortir pour passer un coup de téléphone. Le vendeur pensait qu'il était sorti un instant pour passer un coup de fil, et en fait, il est sorti et a volé la voiture. Il est parti, et il a fait le plein d'essence sans même payer. Les boissons sont arrivées, les sandwichs aussi. Je me suis donc dit, je vais voir où il est, je vais l'appeler. J'ai regardé dehors et il était parti. Et la voiture avait disparu. Mais je me suis dit, c'est bizarre, parce que j'ai toujours les clés. Escroqué et sans voiture, seulement des mensonges. Aucune transaction en cours, et la voiture a disparu. À l'insu de Ross Campbell, Bint avait subrepticement empoché le double des clés de l'Aston Martin dans la salle d'exposition, pendant que le vendeur consultait le dossier d'entretien de la voiture. Il vient de frapper à nouveau. Ross Campbell ne peut rien faire, hormis attendre de voir si la voiture de sport à 55 000 livres refera surface. L'Aston Martin a été retrouvée 4 jours plus tard. Elle affichait 900 miles au compteur. Je pense qu'il l'a utilisée pour conduire les différentes petites amies qu'il dupait à l'époque. Et il l'avait endommagée à hauteur de 15 000 livres de réparation. Quand un enquêteur est venu m'interroger, il m'a demandé une description, puis il m'a montré des photos. Il m'a ensuite dit, ce type est un escroc, il a fait l'objet de nombreuses condamnations. C'est l'un des escrocs les plus recherchés du pays. La police finit par rattraper Bint, qui se retrouve une nouvelle fois derrière les barreaux. Mais à sa sortie de prison en 2002, Paul Bint ne perd pas une minute avant de mettre au point son prochain coup. Une arnaque qui rassemble habilement de nombreux éléments clés de ses précédents délits, pour ce qui reste son escroquerie la plus complète. Il a été libéré le 11 décembre. Il arrive à Londres le 12 décembre. Et c'est certainement un homme qui ne peut pas s'arrêter. Les menteurs compulsifs sont très difficiles à traiter. Les psychologues disent que bien souvent, ils pensent qu'ils sont normaux. Ce sont les autres qui ne le sont pas. Une fois de plus, il est question d'hôpital. Mais cette fois-ci, il ne se fait pas passer pour un médecin. Cette fois, il est un patient. Comme en 2000, Paul Bint se présente à nouveau comme un avocat britannique de premier plan. Cette fois-ci, il prétend être Orlando Pownall.
Il s'est fait passer pour Orlando Pownall, un éminent avocat et conseiller de la reine. Un nom probablement connu d'un certain nombre de personnes. Il avait participé au procès de Barry George pour le meurtre de Gilles Dando. Il était également impliqué dans une affaire de meurtre très médiatisée de l'époque, celle de Daniel Jones à Chelmsford. Quelqu'un comme Orlando Pownall, avocat dans le procès du meurtre de Gilles Dando, était bien connu du grand public à l'époque où cela s'est produit. Il était dans les journaux, et Paul Bint a très bien pu y lire son nom. Il a dû le voir comme quelqu'un qui suscitait l'attention des gens. Et c'est probablement pour cela qu'il a pris son identité et l'a utilisée. Libéré de prison en Écosse 2 jours plus tôt, Paul Bint a un nouvel alias. Avec cette nouvelle identité, il invente toute une histoire dans le but de réaliser son escroquerie la plus ambitieuse à ce jour. Pour autant que nous sachions, il est arrivé à Londres sans argent ni endroit où loger. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans des hôpitaux, 3 au total. Il a raconté la même histoire à chaque fois, à savoir qu'il était Orlando Pownall. Il avait eu un accident en Aston Martin, et il pensait avoir subi des lésions internes. Il souffrait. Il a ensuite passé quelques tests à l'hôpital, bien qu'il ait indiqué qu'il était allergique à l'iode, ce qui, si j'ai bien compris, signifiait que certains tests ne pouvaient pas être menés. Les tests effectués ont révélé la présence d'une quantité inquiétante de sang dans son urine. Suffisamment pour que les médecins veuillent le garder en observation pendant un certain temps. Je suis certaine que c'est lui qui avait rajouté ce sang. Il n'a pas eu d'accident de voiture. Il était descendu du train. Comme beaucoup d'escroqueries audacieuses de Bint dans le passé, cela continue à nourrir son ego et son étrange vie fantasmatique. Il a donné ses antécédents médicaux, et il n'a pas pu s'empêcher d'ajouter des éléments croustillants. Dans l'une de ses notes, dans l'une des séries de notes d'hôpital que j'ai vues, il a indiqué qu'il avait reçu des éclats d'obus en raison de son implication dans les attentats de Hyde Park. Il ne s'agit que d'une partie de ses antécédents médicaux. Mais rien n'est jamais simple avec lui. Quelqu'un qui devient un personnage à la Walter Mitty prend effectivement la personnalité de ce personnage. Et il croit presque entièrement qu'il est cette personne. Cette escroquerie combine des éléments de ses arnaques les plus connues. Il aime les voitures rapides, bien qu'il n'en ait jamais possédé une, légalement. Il en avait certainement volé lorsqu'il se faisait passer pour un millionnaire en Écosse. L'ironie de la chose, c'est qu'il vient à Londres et qu'il affirme avoir eu un accident avec. Et il s'en sert dès le début de son escroquerie. Le fait qu'il ait été arrêté pour avoir volé une Aston Martin lui a permis de s'en servir quand il s'est fait passer pour Orlando Pownall pour créer un mensonge beaucoup plus efficace et plausible. Parce qu'une partie des faits était vraie. Il avait déjà conduit une Aston Martin. Les apparats comme l'Aston Martin ou le costume chic sont absolument essentiels à ces escroqueries. En particulier pour ce type d'escroquerie. Dans le jargon des escrocs, cela s'appelle soigner les apparences. Où il s'agit tout simplement de jouer son rôle. Il s'agit d'une manipulation psychologique des victimes. Si vous essayez de faire semblant d'être riche par exemple, mais que vous n'en avez pas l'air et que vous n'avez pas l'air sophistiqué, les personnes que vous essayez de tromper se douteront de quelque chose. Et elles deviendront immédiatement méfiantes. Mais cela joue en leur défaveur, car elles pensent être protégées contre les personnes qui essaient de les escroquer par exemple, parce qu'elles pensent pouvoir repérer ces personnes. Mais elles sont automatiquement plus enclines à croire des personnes qui leur ressemblent, qui semblent aisées, et qui ont un air convaincant. Manifestement, il ne lui suffisait pas d'essayer de faire semblant d'être ces personnes. Il avait besoin de ces attributs supplémentaires, les belles voitures, les femmes et les belles maisons. Il avait également besoin de toutes ces choses pour renforcer son sentiment de puissance. Il y a une certaine continuité entre ces histoires, puisqu'il part d'un thème qu'il décline au fur et à mesure. En l'occurrence, les siennes ont été interrompues par quelques années d'emprisonnement. À peine sorti de prison, Paul Bint a trouvé un moyen original de faire face au fait qu'il n'a pas d'endroit où dormir. Du même coup, il s'assure de recevoir une attention constante.
À l'hôpital, il prend le lit d'un autre patient, mais comment dire? Il a un toit sur la tête, un toit bien chaud pour la période de Noël. Il est nourri, logé, blanchi. Il a quelqu'un, et même plusieurs personnes avec les infirmières et les médecins, qui répondent à ses moindres besoins. Les escrocs sont en grande partie motivés par le fait qu'ils éprouvent du plaisir à se prouver qu'ils sont au-dessus des autres et qu'ils ont une longueur d'avance, qu'ils vous ont bien eu. Et je soupçonne Paul Bint d'en avoir tiré une grande satisfaction. Et c'est probablement ce qui le motive, car je pense que c'est ce qui motive beaucoup d'escrocs. Il s'agit de duper quelqu'un et de lui prouver que vous êtes plus intelligent, plus rapide et meilleur que lui. Installé à University College Hospital de Londres, Paul Bint sait que son escroquerie ne durera pas. C'est ainsi que depuis son lit de malade, il repère une femme médecin qui deviendra sa prochaine victime. Il joue de ses charmes avec elle, et elle croit ses mensonges. Il est Orlando Pownall. Ils se sont rencontrés dans les locaux de l'hôpital et ont échangé leurs numéros. Mais il n'était pas du tout son patient. Et c'est lui qui l'a recontacté après sa sortie de l'hôpital. De ce que j'ai compris, ils se sont vus. Il lui a dit qu'il avait un problème de logement. Il lui a dit que son père vivait dans le quartier riche, mais qu'il ne pouvait pas rester là-bas. Et il l'a convaincu de lui laisser une chambre chez elle pour quelque temps. Et cela lui a permis d'avoir accès à ses objets de valeur et à son argent. Et Bint entend bien profiter de sa générosité. Il a pris son ordinateur portable, son chéquier, de l'argent. Il lui aurait demandé de les emprunter, sans bien sûr jamais les lui rendre. Il a pris plusieurs cartes de crédit. Il s'en est principalement servi pour acheter des costumes hors de prix. Il s'habillait entièrement chez de grands couturiers. Mais elle ne tarde pas à nourrir des soupçons. Ils sont allés à une fête et il n'avait même pas d'argent sur lui. Il a dit avoir oublié son portefeuille. Il lui a donc demandé de lui emprunter un peu d'argent. Et il est devenu de plus en plus évident avec le temps. Cela n'a duré que quelques jours. Qu'il parlait beaucoup mais qu'il ne faisait pas grand-chose. Elle l'a également surpris, chez elle en train de fouiller dans ses affaires, et est devenue de plus en plus méfiante. C'est ainsi qu'elle a fini par lui demander de partir, la veille de Noël. C'est peu après lui avoir demandé de partir, qu'elle apprend une nouvelle qui lui fait froid dans le dos. Orlando Pownall est en réalité en vacances à la Barbade, avec sa famille. Et l'homme avec qui elle a partagé sa maison n'est en fait qu'un imposteur. Elle appelle immédiatement la police. Orlando Pownall, conseiller de la reine, n'était pas dans le pays à ce moment-là. Il était en vacances à l'étranger avec sa famille. Quand cela a été découvert, la police a été prévenue. Et dans un laps de temps incroyablement court, la police a fait le lien avec M. Bint. Une fois de plus, le roi de l'arnaque Paul Bint est recherché. Paul Bint a mené une carrière d'escroc pendant plus de 25 ans et usurpé de nombreuses identités. Ses agissements sont marqués par un thème récurrent. Qu'il se fasse passer pour un médecin ou un patient, il semble obsédé par les hôpitaux. Mais ses actions sont-elles celles d'un escroc opportuniste? De quelqu'un de cliniquement malade? Ou bien souffre-t-il d'un trouble psychologique, tel que le syndrome de Munchausen, caractérisé par le fait de rechercher l'attention en feignant d'être malade? Dans le cas de Bint, les experts estiment que ses motivations sont beaucoup plus complexes. Les personnes souffrant du syndrome de Munchausen cherchent réellement à attirer l'attention. Elles sont prêtes à subir des traitements médicaux douloureux ou invasifs, si cela leur permet d'être au centre de l'attention. On retrouve cela chez Bint, dans le sens où il se réjouissait de l'attention qu'on lui portait. Le syndrome de Munchausen pourrait correspondre au comportement de Paul Bint. Ceux qui en souffrent simulent des symptômes physiques afin de recevoir des soins et de l'attention. Mais Paul était aussi prêt à jouer le rôle du médecin et pas seulement celui du patient. Il me semble donc que l'important pour lui est d'avoir accès à cet environnement où il peut réaliser ses fantasmes. Je pense donc que l'étiquette qui lui conviendrait le mieux serait celle de narcissique.
Les narcissiques sont des personnes obsédées par une vision fantasmée d'elles-mêmes, où elles se voient comme spéciales, puissantes, et jouissant d'un statut qui leur vaut une attention toute particulière. En 2002, 2 semaines après avoir été libéré de sa prison écossaise pour avoir volé une Aston Martin, Bint fait la tournée des hôpitaux de Londres en Angleterre. Il n'y joue plus le rôle du médecin, mais du patient. Il se fait passer pour l'éminent avocat Orlando Pownall, en affirmant qu'il a eu un accident avec son Aston Martin, et qu'il souffre de lésions internes. Après s'être servi de cette escroquerie pour obtenir le gîte et le couvert au University College Hospital de Londres, Paul Bint dupe une femme médecin pour qu'elle le laisse s'installer chez elle. Après avoir découvert qu'il la volait, elle lui demande de partir. Elle découvre alors qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, et prévient la police. Sans savoir que la police est de nouveau à sa recherche, Paul Bint se retrouve sans abri et reprend ses escroqueries. Il se présente audacieusement à l'hôpital de Hemel Hempstead près de Londres, en arrivant en ambulance. La veille de Noël, il est à nouveau sans abri et se rend dans un autre hôpital, à Hemel Hempstead. Si je me souviens bien, il est arrivé en ambulance cette fois-ci. Je ne sais pas comment il a fait, mais une fois arrivé, il a rejoué le même numéro. Avocat de renom, Aston Martin, blessures internes et sang dans l'urine. Sans savoir que la police a été informée de ses crimes et qu'elle le recherche, Paul Bint poursuit ses escroqueries en choisissant les hôpitaux comme terrain de chasse. Des patients se sont fait voler. L'homme dans le lit à côté du sien s'est fait voler de l'argent. Et M. Bint aussi. Il aurait indiqué avoir perdu une somme 3 ou 4 fois plus importante. M. Bint a accusé le personnel de l'hôpital, donc de l'argent a bien été volé. Et la fille du patient dans le lit à côté de M. Bint, elle aussi s'est faite duper. Si quelqu'un vous prend pour cible, apprend à bien vous connaître et vous manipule fortement, et que vous faites facilement confiance, il est très difficile de ne pas vous faire avoir. Paul Bint est ensuite libéré de l'hôpital Hemel Hempstead à Londres. Mais comme il n'a nulle part où aller, il va dans un 3e hôpital et raconte la même histoire. À sa sortie de l'hôpital, il s'est rendu à l'hôpital Whittington et a recommencé la même histoire. Il est resté à l'hôpital Whittington jusqu'à la veille du Nouvel An. Pendant qu'il y était, c'est l'une des facettes les plus regrettables de la personnalité de Bint. Il a volé la carte de crédit d'un homme mourant. Monsieur Lewis, aujourd'hui décédé, partageait sa chambre. Et il l'a utilisée pour inviter à dîner la femme qu'il avait rencontrée dans le second hôpital. Il est plutôt bel homme, même si en y regardant de près, on voit qu'il se teint les cheveux, et qu'il n'est certainement pas aussi jeune qu'il le prétend. Mais, vous savez, il débarquait dans des costumes de luxe, avec un portefeuille rempli d'argent. Quand je l'ai rencontré à Édimbourg, il avait sur lui l'équivalent d'environ 2000 livres en liquide. C'est superficiel, mais on comprend comment. Il pouvait duper certaines personnes. Il jouait très bien la comédie. Et on peut facilement se laisser avoir, en se disant, voilà quelqu'un d'intéressant avec de l'argent, et qui peut me faire passer un bon moment. Et il profitait de ce qu'on appelle en psychologie l'effet de halo. C'est-à-dire que si vous présentez bien parce que vous êtes beau ou parce que vous êtes charmant ou avenant, vous avez plus de chances qu'on vous attribue des caractéristiques que vous n'avez pas, comme la fiabilité ou l'intelligence. Il s'en prend à certaines personnes, soit en les flattant, ou soit en profitant d'elles. Par exemple, avec la femme qu'il a emmenée pour une nuit, avec une carte de crédit volée. Son père avait été admis à l'hôpital à la suite d'une grave urgence la veille de Noël. Et elle n'était manifestement pas elle-même lorsqu'elle l'a rencontré. On peut considérer qu'il en retire une certaine validation financière, sexuelle et sociale. Je veux dire qu'en prétendant être un grand avocat, un danseur de ballet ou autre, il aime manifestement la façon dont les gens réagissent à cela. L'argent n'est pas toujours son seul mobile. Je pense que c'est parfois la gratification émotionnelle de se sentir important et intelligent et d'être admiré par les autres qui fait office de contrepartie. Le 2 janvier, un peu plus de 3 semaines après sa sortie de prison, et 3 hôpitaux plus tard, la police attrape de nouveau Paul Bint en jouant sur l'une de ses principales faiblesses. Les femmes. À l'hôpital, Bint avait insisté auprès d'une femme qui avait repoussé ses avances. Celle-ci accepte d'aider la police en proposant un rendez-vous à l'escroc. Seulement voilà, leur dîner romantique sera interrompu par la police.
D'après ce que j'ai compris, un arrangement a été trouvé avec la police pour qu'une femme, qu'il avait tenté de séduire, finisse par le recontacter. Elle lui a proposé un rendez-vous en prévenant la police, et il a été arrêté. En tant qu'escroc, Paul Bint n'est pas si fort que ça. Il s'est fait prendre presque à chaque fois qu'il a tenté d'obtenir de l'argent ou des biens. Ce qu'il a réussi à faire, c'est se créer des personnages et s'accorder des moments où il pouvait être respecté et aimé par d'autres personnes. C'est un fantaisiste et, à cet égard, il a réussi. Mais en tant qu'escroc, c'est une calamité. En octobre 2003, Paul Bint plaide coupable pour des accusations de vol et d'acquisition frauduleuse de propriété. Le juge lui dit alors, « Vous avez causé de l'angoisse, de l'humiliation, des pertes et des complications à vos victimes. » Le juge déclare également qu'un rapport psychiatrique a conclu que Bint souffre d'un trouble psychologique encore incurable. Son cas ne sera donc pas traité dans le cadre de la loi sur la santé mentale. Paul Bint est condamné à 4 ans et 4 mois de prison. Paul Bint a manifestement créé quelque chose comme 25 alias différents, des versions différentes de sa propre personnalité. Et on peut se demander s'il sait encore qui est Paul Bint et si Paul Bint existe toujours aujourd'hui. Ou bien s'il est toujours ce petit garçon à l'hôpital à qui on a retiré l'appendice. La carrière d'escroc de Paul Bint constitue un dossier fascinant. Non seulement en raison de l'audace et de la persévérance dont il a fait preuve, mais aussi parce qu'il semble se nourrir de sa notoriété. Contrairement à d'autres escrocs qui, par définition, tentent de vivre dans l'anonymat, Bint a courtisé la presse et a même été interviewé dans des magazines. Je suis sûre que Paul Bint apprécie que l'on écrive sur lui et que l'on s'intéresse à lui en tant qu'escroc. Les gens ont tendance à considérer les arnaqueurs comme des aventuriers ou des voyous plutôt que comme les criminels qu'ils sont. Il s'agit donc probablement d'une étiquette séduisante pour un homme qui a une image très fragile de lui-même. Dans les annales bien remplies de l'histoire criminelle britannique, il se distingue certainement. La police l'a surnommé « le roi de l'arnaque » et les tabloïds ont écrit qu'il était l'escroc le plus cruel de Grande-Bretagne. Paul Bint a commis plus de 100 délits, a comparu plus de 20 fois devant les tribunaux et a passé près de 10 ans derrière les barreaux sur 25 ans de carrière. Maintenant qu'il est en liberté, certains craignent qu'il recommence. Je ne serais pas du tout surpris que Paul Bint récidive après sa libération. Le fait qu'il soit incapable de se tenir correctement ne serait-ce qu'une journée est assez révélateur. Mais les escrocs ont souvent du mal à retrouver le droit chemin parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Paul Bint est-il capable de trouver un vrai travail? Est-il en mesure de mener une vie ordinaire? Lui-même semble penser que non. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait appris quoi que ce soit. Je ne pense même pas qu'il ait appris de ses erreurs. Je pense qu'il recommencera et qu'il se fera prendre à nouveau. Même si l'on peut penser qu'il est un voyou attachant, même si l'on a écrit des choses assez drôles sur lui et sur son personnage à la Walter Mitty, il garde un côté très sombre et dangereux. Honnêtement, nous sommes plus en sécurité tant qu'il est derrière les barreaux.